Bonjour et bienvenue chez Brez Motorsport. Vous le savez, sur certains circuits, il n'y a pas de problème, sur d'autres, c'est plus compliqué. Et ce qui est étonnant, c'est que l'année dernière, au NURB, on dépassait soi-disant les 130 dB, ce qui est clairement impossible puisqu'on a mesuré notre précédente voiture avec la même configuration plutôt dans les 105 dB, mais c'est pas grave. Pour pouvoir continuer à rouler, on va remonter l'échappement stock en attendant la version street, je vous le disais, mais par contre, on va faire d'autres évolutions. Alors ce sera du freinage, des pneus, mais on en reparlera plus tard. Par contre, le gros intérêt de récupérer ce collecteur, et le reste de l'échappement, mais il n'y a que le collecteur qui nous manque, c'est de pouvoir le monter sur une autre voiture, puisque malgré ce qu'on peut croire, il y a beaucoup de choses qui sont similaires entre une 991 et une 992. Alors direction le banc et ensuite l'atelier. Pourquoi le passage au banc? Parce qu'en fait on a envie de voir après 3500 km où on en est à peu près, puisque quand on avait passé la voiture au tout début, elle était à peine sortie de rodage, et aussi pour le plaisir des oreilles, parce qu'il est possible que ce soit la dernière fois que vous l'entendez chanter comme ça. Après c'est sûr, on va la remettre d'origine, on va plus beaucoup l'entendre, on reviendra à une version street, mais qui sera moins sonore évidemment. C'est hyper frustrant. Cette sonorité avec les collecteurs longs Dundon, la version Race, c'est vraiment un pur plaisir pour les oreilles et c'est aussi énormément de sensations parce que là, avec ce bruit, on a vraiment le frisson. Mais lundi, pas plus tard que lundi dernier, cette semaine, j'ai eu l'occasion d'essayer une 992 GT3 stock et je vous garantis que la puissance, c'est pas la même. On va vérifier ça avec ce tir. Je vous le dis tout de suite, on est 30 chevaux mieux que d'origine. Analysons les courbes. C'est très simple. La courbe fine, c'est d'origine. La courbe épaisse, c'est modifié. Alors, on est 30 chevaux mieux, je vous le répète. On est en couple bien mieux partout. Il faut que je fasse un petit peu près le calcul, mais pour un Atmo, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on a 20 Nm, mais on a des pics où on est bien mieux à différents endroits de la courbe. Ici, par exemple, on doit avoir peut-être 30. Et voilà, c'est terminé. Retour à l'origine. On ne se laisse pas abattre non plus sur les modifications. On va revenir aux freins et aux pneus. Concernant l'échappement, parlons-en, il y a plein de versions, vous êtes nombreux à me poser des questions, on reçoit beaucoup d'appels, beaucoup de messages concernant la bonne préparation, celle qui va bien sur piste pour pas faire trop de bruit, ni pas assez, puisqu'il faut aussi profiter de ce moteur, c'est magique quand même la sonorité d'une GT3, eh bien on va développer tout ça. Scindons les choses en deux parties. Il ne faut pas mélanger le silencieux arrière et les collecteurs. Ça, c'est très important. Concernant les versions de silencieux, il y en a plein. La plus sonore, c'est le crack pipe, le mégaphone, comme l'appellent les amis américains chez Dundon. Mais ça, c'est pas concevable dans une version routière. C'est simplement destiné pour nous sur une GT3 Cup, une voiture de course.
Une autre version de silencieux qui existe chez Dundon, c'est le mini crack pipe. C'est la même chose, un full tube, mais qui conserve les valves. Alors ça peut être utilisable sur route, mais à condition de garder les FAP. À mon avis, avec une version race comme ici, c'est pas soutenable. Même avec une version catalysée de collecteur, c'est pas soutenable non plus. Donc deuxième version de crack pipe, un petit peu plus gentille puisqu'on peut appuyer sur le bouton et fermer les valves, mais ça reste très bruyant. La troisième version de silencieux, celle qui équipe toutes nos GT3, les précédentes, celles-ci de course et de route, se voit livrer en deux déclinaisons. La déclinaison la plus sonore, c'est la version Loud, celle qui équipait Elmer et qui l'équipe toujours d'ailleurs. Ça, c'est ma préférée. La deuxième version, celle qui équipe maintenant notre voiture et qui équipait également la GT3 de Manon, c'est la version Quiet. La version Quiet, qui est la version la moins sonore, on est d'accord, est quand même encore trop sonore avec un silencieux race. C'est pour ça on attend le collecteur street pour pouvoir avoir le bon combo. Concernant la partie collecteur, deux versions, puisque soit on conserve les FAP et on met deux connecteurs pour pouvoir changer le silencieux arrière, soit on a un collecteur race comme maintenant, soit on a un collecteur street. Détail important, cette version de collecteur race sans catalyseur ne passe pas au contrôle technique et au final fait un petit peu trop de bruit pour certains circuits. Je pense que combiné au quiet et au collecteur catalysé, les street, on sera parfait. On le sait, on a eu beaucoup d'expériences sur des voitures qui étaient catalysées et décatalysées. Le catalyseur, bêtement, c'est un filtre comme le FAP qui est là pour la pollution, mais qui filtre énormément le bruit. Je pense que nous serons dans les clous, on sera aux alentours de 100 dB, mais ça, c'est une supposition. Ce qui est certain, c'est qu'on va baisser. Et en plus, on passera au contrôle technique. J'espère vous avoir éclairé sur la version adaptée à votre Porsche GT3 991, 992 chez Dundon. Il y a plein d'applications, il y a aussi pour les Cayman GT4 et les GT2 RS. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter ou à vous renseigner sur notre boutique en ligne. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on va récupérer nos collecteurs race pour les monter sur la 91 Cup. Dans cet épisode, on a dit ne nous laissons pas abattre. La voiture est d'origine, le Dundon n'est plus. La voiture est full stock, mais là aussi, on va revenir avec d'autres évolutions. Une évolution qui n'a rien à voir, on va faire une transition nette, c'est du châssis, des gros freins, des disques sur bol flottants, à l'avant et à l'arrière, 4 boîtes, 4 disques et des plaquettes endless. La voiture était déjà équipée de plaquettes Pagid jaunes.
Je pense pas que ce soit les plaquettes le problème, mais on le sait, ces voitures ne freinent pas bien. Donc après avoir utilisé des plaquettes différentes, on peut écarter ce souci-là et penser que ce sont les disques le problème. Et ouais, parce qu'on va regarder un petit peu l'état de surface des disques qui sont presque neufs, 3000 km à peu près au compteur de la 992 GT3, dont quand même beaucoup de pistes, elle a fait peut-être 500 km sur route, et les disques ont vraiment un aspect, alors mauvaise fonte chez Porsche. Ce qu'on sait, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est unanime. Tous les clients qui ont ces voitures trouvent qu'au bout d'un moment, les freins, c'est pas ça, alors que les 911 sont réputés pour bien freiner. Pourquoi nous avons choisi Endless? Parce que c'est tout simplement une des meilleures marques au monde. On a choisi un type de plaquette en particulier, quelque chose d'endurant. On va faire principalement du NURB avec cette GT3, un petit peu de circuit, mais on a la 991 Cup pour faire vraiment du circuit, des courses. Donc, Endless, Girodisc. Pourquoi Girodisc? Parce que actuellement c'est les seuls qui proposent. On sait que la voiture est très récente, on l'a depuis très peu de temps, mais il y a aussi un petit peu de temps de livraison. Alors le temps que des marques développent quelque chose qui va bien, il y a une toute petite évolution de diamètre par rapport à la 991, mais ça change tout dans la conception, la fabrication du disque. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Girodisc. Actuellement, ce sont les seuls. C'est un choix qui s'est fait par défaut, puisque quand il n'y a que ça, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. Mais par contre, on n'est jamais déçu. On en monte très régulièrement sur des BM, des Porsche et bien d'autres voitures, chez Audi. Et ça va super bien. C'est quand même massif. Là, on va tout vérifier, mais c'est épais. Il y a du diamètre. On est sur bol flottant. Et on va mettre ça devant, derrière, avec les plaquettes Endless. Et je suis persuadé que ça va bien marcher. Combiné à nos Duritavia qui sont en place sur la voiture. On va avoir un toucher de pédale super intéressant. On a un liquide haute température, le Castrol. Je pense qu'on sera au top. Là, ça va freiner, il n'y a pas de doute. À l'arrière, c'est pas choquant, mais on va vous montrer ça de plus près quand on va la lever. Le disque paraît sur un aspect quand même assez correct. Devant, il y a des petites traces bleutées, ce qui fait que c'est quand même pas fou. Et c'est là qu'on peut penser qu'il y a un problème. On va faire un autre upgrade, puisque cette vidéo se terminera sur un Nürburgring, et pas que POLS celui-là, on va changer les pneus, puisque là c'est pareil, on est sur un pilote Sport Cup 2, un semi-slick, mais qui est quand même assez vieux. Donc on va passer sur notre pneu préféré. On a encore une réserve sur les pneus, mais il y a ça qui arrive. Le fameux Trophée OR. Le Trophée OR, et là c'est comme pour les disques, on est un petit peu avant-gardiste sur le sujet, puisque cette voiture n'est quand même pas hyper répandue et du coup pas hyper modifiée. Il faut trouver quelque chose qui va bien pour monter sur cette voiture. Le pneu n'est pas encore développé par Pirelli. On a décidé de monter une monte de GT3 RS. On peut revenir sur des vidéos précédentes qui vous expliquent un petit peu les montes de pneus, les évolutions entre les 991, les 992, les GT3 et les GT3 RS. Et bien là, c'est ça. On avait une taille intermédiaire sur la 992 GT3 entre la 91 GT3 normale et RS. Donc là, on choisit d'être un tout petit peu plus large en prenant la monte de la 991 RS. Alors, vous avez vu dans notre vidéo la monte qu'il y avait sur la 992 GT3 RS. On pourrait s'y perdre. Et allez voir la vidéo, vous verrez. Une question que vous vous posez peut-être, pourquoi ne pas rester en Michelin? On a essayé le Cup 2R sur notre 91 grise et on a été vraiment déçus parce que efficace certes, mais éphémère. Ça, c'est un pneu qu'on connaît bien. Il y aura sûrement des pneus qui vont arriver chez Michelin qui arriveront peut-être au niveau de celui-ci. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas. C'est très personnel, mais je pense que le Trophée OR est quand même plus adapté à la piste. Pourquoi ne pas rester sur le Cup 2? Je vous l'ai dit, c'est un vieux pneu. Concernant les dimensions, on est actuellement en 315, on passe en 325. Ici, on a un 265, ce qui veut dire que sur la voiture, actuellement, on est en 255. Si vous connaissez un petit peu les tailles des 911, ça va vous parler un petit peu. Nous reviendrons sur les pneus un petit peu plus tard et on aime bien les surprises. Si tout se passe bien, parce qu'il y a toujours un délai de transport, il y en aura une belle. Ne perdons pas plus de temps et montons tout de suite ces freins. J'ai vraiment hâte de tester. Quelque chose de très agréable, on a abordé le côté Centerlocks sur l'arrivée de la 991 Cup. C'est hyper pratique, mais sur les 91, c'était c'était même assez mal fait finalement. Ça fait vraiment stylé, c'est très joli, mais c'était vraiment pour nous en termes de logistique vraiment embêtant puisqu'il y a quelque chose qui fait que ça ne se dessert pas et c'était assez mal conçu. Sur la 92, c'est royal. Il y a un autre mystère qu'on va peut-être résoudre en changeant les pneus,
C'est ces Michelin qui ont été livrés avec la voiture, qui ont, je vous le répète, 3000-3500 km et qui sont quasiment intacts. On n'en a même pas usé la moitié, sachant que sur 3000 km de piste, vous le savez, si vous pratiquez, les pneus, ça ne dure pas éternellement. C'est un petit peu comme le disque, on n'a pas vraiment tous les éléments, et si on reprend le début, la découverte de cette voiture, on était plutôt content des freins sur le premier roulage, et les pneus pareil. En fait, ça s'est dégradé d'un coup, un petit peu comme un slick, un pneu de course, qui en fait a un rush assez court. Aujourd'hui, on a l'impression que le pneu est peu usé et en même temps cuit, comme si c'était une vieille gomme qui avait été mal stockée, parce que bah là, ouais, on sent que la gomme est dure, sur route, sur piste, on sent qu'on n'a pas un grip de folie. Et on ne profite pas bien de la voiture alors qu'elle a de l'aéro, elle a du châssis, il y a forcément quelque chose. L'état de surface des disques. Venons-en au fait qu'il y a des taches partout qui se sont créées, alors que sur la journée ça se passait plutôt bien. Quand on l'a reprise, il n'y avait plus de mordant, ça glisse vraiment sur les pédales, et même avec des plaquettes plus agressives, rien n'y fait. L'état de surface, c'est une chose, mais on peut noter que les trous ne sont... Alors, on voit de la rouille un petit peu partout, c'est normal, les freins, c'est comme ça rouille très vite, c'est de l'acier brut. Par contre, les trous sur la génération, enfin sur la 992, ne sont pas débouchants. On pense que Porsche a fait ça pour éviter que les disques se fendent, en fait, puisque les disques percés se fendent facilement. Alors, bah, c'est bien, ils ont décidé de faire autrement, mais alors est-ce que c'est ça qui pose le problème? Je ne sais pas, puisque ça évite aussi que les poussières de frein s'évacuent par ces petits trous, même si c'est pas fait que pour ça. Là, le problème est résolu, puisque c'est juste des rainures. Maintenant que les deux disques sont côte à côte, on peut assez facilement repérer le côté bol flottant, puisqu'ici on est sur un bol, enfin on a le centre du disque, et puis ici la partie piste, la partie freinage, là on distingue très bien les vis, enfin plutôt de ce côté, avec le petit système de ressort qui crée le côté flottant. Allez, on lance le remplacement de tout ça. On ne va pas vous détailler tout le remplacement du système de freinage de cette 992, puisqu'on déjà d'une, on l'a déjà fait dans plusieurs vidéos, sur des voitures qui sont quasiment similaires, et de deux, puisque c'est assez basique. Par contre, on a hâte de voir le résultat et de vous en faire part de ça. Quelque chose d'intéressant, mais en même temps logique, si le disque n'est pas beau, la plaquette non plus. Et on sent bien que sur le milieu de la plaquette, là où en fait on a l'état de surface qui n'est pas très intéressant, bah, c'est pas bien non plus. Et il y a vraiment un truc qui ne s'est pas bien passé entre ce disque et les plaquettes d'origine, puisqu'on avait déjà le problème. Et avec les Pagid, même si on les a remplacés et qu'on est reparti sur un nouveau jeu, bah c'est pareil. Donc, Girodisque, 11,4 kg. Concernant le poids, même combat, 11,4 kg pour les deux. Donc c'est bien, ça pourrait être plus léger, mais on sent bien que ce n'est pas le cas. Alors le upgrade passe par la qualité du produit, le fait que ce soit flottant, et non pas par l'épaisseur et le diamètre, parce que là vraiment on est sur la même chose des deux côtés. Pour ceux qui aiment les chiffres, 410 mm et 34 mm d'épaisseur. On observe également qu'en fait, l'intérieur du disque, la partie moulée puis usinée sur le bord, est complètement différente parce que c'est pas du tout. Là, on a vraiment une ailette qui fait toute la largeur de la piste, de la partie extérieure à la partie intérieure. Ça se distingue assez bien à l'intérieur. On retrouve exactement la même ailette ici que là, alors que là, c'est quand même moins bien moulé. On sent que l'effort n'a pas été le même. Avant de réinstaller les nouvelles plaquettes, puisque je viens tout juste de les retourner, et c'est là que c'est assez choquant, on voit l'état de surface d'une plaquette neuve. Bon, c'est normal, c'est pas rodé, mais sur la Pagid, il s'est vraiment passé quelque chose de pas très intéressant en termes de freinage. Après l'avant, passons à l'arrière, c'est logique. Peut-être qu'il y aura des toutes petites différences, notamment le diamètre et l'épaisseur, qui sont quand même des choses assez importantes, mais qui sont logiques. Mis à part ça, ça devrait bien se passer. Quelque chose d'intéressant économiquement, c'est le fait que d'origine on remplace un disque complet, et le fait que le disque soit sur bol démontable et flottant. Ensuite, sur le Girodisque, on ne change que la piste.
plus petit, c'est plus léger. Alors là, c'est un disque avant, hein. C'est pas le disque d'origine arrière avec le gyrodisque arrière. Alors, il y a une belle différence de diamètre. C'est l'avant. Et le disque arrière d'origine avec le gyrodisque. Même épaisseur, même diamètre. Et une question qui peut être toute bête, ça reprend le système de frein à main d'origine sur le bol. Puisque parfois, sur certains montages, c'est pas le cas. Bon, là, sur une voiture comme ça, on se passe quand même pas du frein à main. C'est une option intéressante quand même. On découvre un détail rigolo. Alors, ça se verra pas, mais alors les garnitures de frein à main, les mâchoires sont bleues comme les nouvelles plaquettes. Sans faire exprès, on est raccord. Mais ça se voit plus. Le phénomène qu'on avait devant, on le retrouve pas derrière. Ça se voyait sur le disque, on n'avait pas le même aspect, et derrière c'est plutôt sain. Et c'est vrai que ça laisse une part d'inconnu, mais en plusieurs années, allez, une dizaine d'années, c'est un phénomène qu'on n'avait jamais rencontré. Soit on voile les disques, soit on sent qu'on a vraiment un autre souci, mais et puis, sans rien changer, c'est quand même étonnant. Donc mauvaise qualité de disque, très certainement. La suite avec du frein, du pneu, commence vraiment à être sympa cette GT3. On a aussi un setup châssis. On reviendra sur de la prépa moteur. Enfin, la liste est longue. Ça va être cool. Setup de piste en place. S'il y a un setup de piste, il y a un setup de route. Et pas n'importe quel setup, puisqu'on a une jante HRE. Le Trofeo R étant un pneu vraiment racing, on va revenir là-dessus avant de parler de ces magnifiques jantes, on a un gros flanc. Et en plus, on a élargi pour passer sur la version RS, de 991 GT3 RS. Donc on se retrouve en 325 et on s'est dit, bah, les vieux pneus, autant les finir sur la route et la piste, puisque là, bon, on va dire que c'est un setup de route, mais aussi parce que le Michelin, le Cup 2, est un pneu assez polyvalent. C'est beaucoup moins performant qu'un Trofeo R, mais s'il pleut, il vaut mieux rouler avec celui-ci qu'avec celui-là. Et sur la route, la gomme du Trofeo R est tellement tendre que, en fait, on ramasse tous les cailloux et ça devient un peu inroulable. Ça, c'est un bon pneu à tout faire. Donc, on va le finir sur ces magnifiques jantes. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup. On va voir ce que le bronze rend sur cette GT3 noire. On voulait un petit côté, une couleur un petit peu sympa pour aller avec le côté écossais à l'intérieur de la voiture. N'hésitez pas dans vos commentaires à nous dire si vous validez ou pas. Pour continuer sur la couleur, c'est un Frozen Bronze Brushed. Alors, c'est des couleurs super complexes, mais c'est la couleur la plus compliquée à mettre en œuvre. Chaque jante demande 8 heures de boulot pour arriver à ce résultat. Alors, c'est subtil, on a vraiment un effet. Alors c'est profond, on va vous montrer, puisqu'on a d'autres HRE ici, pour voir un petit peu les différences et voir ce qu'ils sont capables de faire en termes de qualité. Et on parlait de valider, et ce qu'on valide, c'est la qualité, mais le poids. C'est juste fou. Alors là, ça va être difficile de peser, puisqu'on n'a pas les mêmes pneus sur les jantes d'origine que sur les HRE. Donc on peut pas, les pneus faisant pas le même poids, on va pas pouvoir avoir quelque chose de précis. Mais la dernière fois, sur Elmer, on a fait l'échange entre les jantes d'origine et les HRE, on gagnait 20 kg entre les 4 jantes. Donc ça veut dire que sur une jante, on gagne 5 kg. Les performances sont forcément au rendez-vous. Et après, on reviendra sur le style, mais c'est une jante forgée, monobloc. Il y a plein de différentes jantes. On va vous montrer ça sur les autres jantes qu'on peut vous montrer aujourd'hui. Pour vous parler de la gamme HRE, parce qu'on aime cette marque de jantes, suivez-moi.
Vous découvrez un petit peu l'ensemble des bureaux de Bresse Motorsport puisque c'est en aménagement, toujours en aménagement, même si le bâtiment est ici il y a quelques années. Et vous découvrez le bureau de Manon. On va découvrir des jantes HRE et on va pouvoir en parler puisqu'on a deux jantes ici qui sont des jantes de démonstration, mais qui sont des jantes totalement... enfin, elles pourraient être utilisées sur une voiture, mais en fait, on n'en a qu'une seule. On a une jante ici forgée, mais en plusieurs parties. Et là, la même que sur notre GT3, mais qui n'est pas pour le coup en Centerlock. C'est une jante avec 5 trous, donc qui se fixe sur une BMW ou une voiture standard qui n'a pas l'écrou central. Alors, on va en parler un petit peu, puisque là, on a une finition, celle qui me plaît le plus. C'est le Brushed Dark Clear, donc un vernis foncé, c'est pour ça le côté dark. Le côté Brushed, puisque vous allez le voir, c'est juste fou. On a toutes les traces d'usinage, on peut penser que c'est fait à la va-vite, mais ça donne vraiment un effet sympa. Et toujours légère, pas de problème. Et ici, une jante un petit peu plus lourde, mais avec un style vraiment plus complexe, parce que bah là, c'est vraiment travaillé. On a un bâton démontable avec la visserie, ces petits... enfin bref, on a encore un autre revêtement Brushed Frozen, mais là, c'est gold. Donc le côté Frozen, c'est le côté un petit peu mat de la chose, mais avec en dessous un effet qui a été travaillé au préalable après l'usinage. Donc les finitions chez HRE, même dans l'intérieur de la jante, on pourrait se perdre. On a un effet encore... alors je vais dire brushed, mais en fait c'est brossé. Donc voilà, pour parler un petit peu plus français. Vous devez vous en rendre compte, quand je manipule cette jante, ça se ressent, c'est plus lourd. On est plus sur quelque chose d'esthétique, mais quand même, on a un travail d'usinage à l'intérieur qui est moins poussé pour quand même limiter le poids, mais on a ce petit bout de bâton qui est complètement esthétique, qui sert juste à faire une liaison entre le bord, le déport de la jante, enfin cette partie extérieure, et la partie intérieure, les bâtons. Et en fait, ça sert complètement à rien. Sur la couleur, c'est hyper bien peint. On est sur une couleur un petit peu plus foncée ici. Vous allez voir, il y a des nuances de vernis et de couleurs. On y perd son latin, mais en tout cas, on peut faire ce qu'on veut. Tout est possible. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. En allant vers les fluos, enfin, tout est possible. Alors, il y a même une qualité de vis. On peut choisir aussi des accessoires comme cela. On peut mettre l'extérieur du baril, hein, enfin, c'est comme ça qu'ils les appellent chez HRE, mais le tonneau, la jante, hein, puisque c'est de la jante, c'est différent de la conception des jantes forgées. On peut mettre ça d'une couleur, l'intérieur d'une autre, et encore ici, d'une autre couleur. Donc, c'est chouette. De par sa conception, cette jante est d'office plus lourde parce qu'on a toute la boulonnerie qui lui permet de fixer le tonneau au centre de roue. C'est quand même une jante forgée sur cette partie extérieure et voilà, donc par l'assemblage de tout ça, ça fait un petit peu plus de poids, mais on a quand même un travail d'usinage ici, comme à l'extérieur, à l'intérieur. Ça reste une belle jante quand même. Un détail qui a son importance souvent, les gens pensent que HRE c'est... Alors, est-ce que c'est à cause du logo? Je pense que oui. Maintenant, il est noir et blanc sur la gamme, mais on peut aussi l'avoir dans les couleurs originales, bleu et rouge. Et avec cette croix, souvent, les gens pensent que c'est suisse, et pas du tout, c'est américain, et c'est noté ici, c'est fabriqué aux USA. On jette un dernier coup d'œil sur ce côté usinage, puisque la R101 est un design assez commun actuellement. Il y a un nouveau modèle qui est arrivé qui est un tout petit peu différent, qui a un bâton un petit peu plus anguleux, on va dire. Mais le but de cette jante, c'est d'être la plus légère possible. C'est vraiment l'objectif de la jante, et c'est pour ça qu'on a tous ces trous et ce travail d'usinage. Et je trouve que c'est pas mal d'en laisser une marque et que ce soit encore visible, parce que ça demande beaucoup de temps, et quand on aime la mécanique, l'usinage c'est quelque chose d'intéressant. Donc ici on a un travail qui est plutôt bien fini, et à l'intérieur on peut plus facilement distinguer l'usinage qui a été fait. Mais alors typiquement, aller creuser un petit trou entre chaque perçage pour fixer la jante sur le moyeu, c'est vraiment que pour le poids, ça n'a aucun autre intérêt. Ici sur les bâtons c'est la même chose, les bâtons sont forcément plus épais, on vient usiner pour alléger. Donc R101 légère, la gamme est très large, vous pouvez aller voir sur notre shop, c'est sur demande, c'est de la jante sur mesure puisqu'il y a énormément de choix de couleurs et aussi de dimensions. Enfin bref, on peut tout faire chez HRE, mais par contre vous pouvez déjà jeter un œil sur notre site pour les différentes jantes et modèles. Retournons avec notre GT3, mais promis, la prochaine fois que nous reviendrons dans cette pièce, ce sera avec les jantes, ces deux jantes accrochées au mur. Allez, direction l'atelier.
avec une nouvelle option, puisque sur nos précédentes GT3, nous n'avions pas pris les centres de roues HRE, donc on réinstallait le logo GT3 qu'on va aller enlever tout de suite avec ce petit outil, puisque les GT3 sont fournis avec leur douille et ça, pour pouvoir enlever le cache. Allez, j'ai hâte de voir le rendu, de voir ce que ça va donner le bronze avec le noir, mais également avec les étriers rouges, puisque c'est des couleurs assez proches. Allez, on enlève le logo d'origine, on lève la voiture et on remettra le logo HRE en place à la fin. Ça devrait être pas mal, ça change. Quand je vous dis que le Trofeo aime les cailloux, là le pneu n'a jamais roulé, donc la gomme est froide. Et déjà on ramasse tout. Et concernant aussi la surface il n'y a rien en fait pour évacuer l'eau à part ces deux trous qui sont juste là. Alors on se rend bien compte hein, qu'on est large. Je pense que pour revenir un peu au côté piste, on va vraiment améliorer la motricité de la voiture qui n'est pas mauvaise, mais ça va être encore mieux. Et en plus à l'avant c'est pareil, on a élargi, donc on va avoir beaucoup plus de train avant. Donc on est plus large, on a des pneus plus efficaces. Vivement la piste. Pour l'anecdote, un truc qui m'avait fait rigoler, enfin en tout cas ça m'avait fait sourire, c'est quand on a présenté notre 996, le cabriolet orange. On avait posé un centre de roue et la réflexion c'était, alors vu qu'on est de grands BMistes et de très petits Porschistes, il faut toujours sur une Porsche mettre le logo vers la valve. Alors avec un Centerlog, vous faites comment ? Ben ouais, parce qu'avec un Centerlog, c'est le couple de la roue qui fait qu'en fait on se retrouve plus ou moins proche de la valve. En fait, là on est un petit peu décalé, mais par rapport au couple, en fait, c'est pas possible sur une GT3 ou sur une GTS d'ailleurs qui a le Centerlog. Et d'ailleurs, chez Porsche ou chez BM, c'est toujours bien d'avoir cette petite attention de mettre le logo dans le bon sens. Après toutes ces modifications, rien de tel qu'un petit essai routier, ce qui permet aussi de roder les freins. Maintenant, direction le Nürburgring.